Le programme d'action gouvernementale de Patrice Talon a 3 ans, 9 000 milliards de francs CFA. C'est le volume des investissements estimé au départ de son lancement en décembre 2019. 45 projets phares à financer pour révéler le Bénin à travers de grands projets d'infrastructure, mais aussi un train de réformes économiques censé améliorer la gouvernance économique, politique et sociale. Bref, 9 000 milliards pour transformer le Bénin le temps d'un mandat. Est-ce bien réaliste au rythme de la croissance économique, des capacités budgétaires du Bénin, de la soutenabilité de la dette? Pour son pari, le gouvernement avait juré en 2016 par les potentialités insoupçonnées d'un pays à révéler. Après 3 ans, où en est-on, Monsieur le Président de la République, dans la réalisation des 45 projets phares? Réponse ici, pas avec Patrice Talon, mais avec son planificateur en chef, le ministre d'État en charge du plan et du développement, chef de file par ailleurs de la mobilisation des investissements. Au plan de l'impact humain, de l'humaine condition des Béninois, Talon jure ses communicants est un champion du social. Pas assez, objectent les insatisfaits, entre vécu, ressenti et annonces officielles. On espère avoir droit ici, sur ce plateau, avec le ministre d'État en charge du développement, des indicateurs pertinents. Merci à vous, M. Abdoulaye Biotchane. Merci d'avoir accepté de vous prêter d'entrer à cet exercice, j'allais presque dire, d'embellie sur les promesses que porte le PAG depuis 3 ans. Merci, c'est un plaisir d'être ici dans vos studios de l'ORTV pour essayer d'éclairer l'opinion de nos compatriotes, pour convaincre les sceptiques, mais surtout pour montrer ce qui a été fait en 3 ans dans un esprit vraiment le plus transparent. Je veux dire que derrière les chiffres, on ne peut pas se cacher. On peut se cacher derrière des slogans, mais les chiffres sont tels que vous ne pouvez pas masquer la vérité derrière ces chiffres. Et c'est donc cet exercice-là qui m'intéresse surtout. Voilà, difficile derrière les chiffres de cacher des réalités. Les chiffres sont têtus, même si on peut leur faire dire tout et n'importe quoi aussi, mais bon, elles reflètent des réalités. Réussir à convaincre les Béninois, c'est tout le mal qu'on vous souhaite tout au long de cette émission. Merci. Que j'ai le plaisir de co-officier avec mon confrère de Canal 3, Naguib Alagoué. Naguib. Bonjour Rosias. Bienvenue, Monsieur le ministre d'État. La trame essentielle de cette émission tourne autour du niveau des réalisations par rapport aux promesses d'investissement des 9 milliards de francs CFA, des capacités réelles de mobilisation, des financements et des possibilités de leur achèvement pour 2021, de l'attractivité du Bénin révélé et de la pertinence des réformes engagées sous le PAG. Mais pour commencer, un rappel tout de même des rôles et missions du ministère d'État chargé du plan et du développement dans la mise en œuvre du PAG. Merci beaucoup. Je pense que, au lieu de peut-être de parler du rôle du ministère du plan qui est important, je préfère commencer par ce qui a amené le PAG. Ce qui a amené le PAG, c'est une réflexion dirigée par le président de la République qui rappelle ce dicton populaire dans notre pays et un peu partout d'ailleurs, celui qui ne sait pas là où il va n'arrivera jamais nulle part. Et on le dit en termes de planification, si vous ne planifiez pas, vous n'aurez pas de résultat. On navigue à vue. On navigue à vue. Et donc, dès le départ, le président de la République a arrêté le principe que nous allons planifier. Nous allons revenir à la planification dans notre pays. Et donc, nous avons arrêté une feuille de route dans ce domaine, qui est d'abord d'arrêter le principe d'une planification stratégique, qui est de dire, nous avons un pays qui a arrêté depuis plusieurs années une direction générale, qui est la planification d'orientation. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire pendant le quinquennat? Nous avons mis près de 8 mois pour arrêter cela. Il vous souviendra que le PAG a été présenté le 16 décembre, donc il y a quelques jours, nous avons célébré les 3 ans. Et tout ce temps, entre le 6 avril et le 16 décembre, nous avons réfléchi à la planification. On vous a reproché justement un certain attentisme en considérant que vous passiez trop de temps à faire des études. C'était indispensable.
C'était indispensable parce que ça a porté des fruits. Lorsque nous nous sommes présentés le 16 décembre, beaucoup de gens se demandaient si c'était réalisable. Eh bien, c'était réalisable parce que nous y avons mis toute notre énergie pour réfléchir sur les contraintes de notre pays et sur ce qu'il fallait faire. Donc, PAG, planification sur les 5 ans. Ensuite, nous avons convenu de faire quelque chose que nous avons appelé le Plan national de développement, le PND, qui a été réalisé un peu plus tard et qui projette notre pays au-delà du quinquennat 2025. Donc, parce que certaines des actions que nous conduisons déjà maintenant vont continuer à porter leurs effets après. Quand nous disons nous voulons donner de l'eau potable à tous nos compatriotes à l'horizon 2021, eh bien, nous allons continuer à leur donner de l'eau après. Ceux qui naîtront après 2021 auront aussi accès à l'eau potable. Donc, cette action va se poursuivre. L'électricité, c'est pareil. Et donc, il faut projeter ce pays au-delà du quinquennat. C'est ce que nous avons fait dans le PND. Et nous avons arrêté par la suite donc, la déclinaison à court terme, donc tous les ans, de ce PND, qui est ce que nous avons appelé dans un jargon technique le PC2D, qui est la mise en œuvre à court terme du plan national de développement. Donc, le PAG nous permet de dire quels sont les projets phares et quels sont les projets prioritaires que nous allons conduire d'ici 2021 pour, premièrement, renforcer la démocratie dans notre pays. C'est ce que nous avons appelé le pilier numéro 1 du PAG. Deuxièmement, transformer structurellement l'économie de notre pays. C'est ce que nous avons appelé le pilier numéro 2. Et troisièmement, le social. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est ce que nous avons appelé le pilier 3. Et c'est pour ça que nous vivons un peu comme une injustice quand on dit que le gouvernement du président Patrice Talon n'est pas social. Parce que dès le départ, dans la conception du PAG, nous avions déjà un certain nombre de programmes, de projets qui contenaient le social. Enfin, on va y revenir. On va y revenir. Je reprends à mon compte, et certainement les Béninois avec moi, Naguib, que celui qui ne sait pas où il va, il n'arrive jamais à bon port. Très bien. Soit vous avez élaboré un projet d'action gouvernementale sur 5 ans des projets prioritaires à réaliser, et puis après, le PND pour aller au-delà, pour éviter qu'on navigue à vue, pour que le pays ait un cap, une orientation sur du long terme. Boussole. Chiche, c'est à votre actif. Mais en revanche, à quelle destination vous amenez les Béninois? Ça n'a pas été dit. Concrètement, c'est un pays émergent, vous voulez construire à l'image de quel autre? Enfin, on a fait rêver le Béninois à force de chiffres, de grands projets, de grandes maquettes. Oui, mais par rapport à la vision à la FIA Bénin 21, c'est ça votre boussole? C'est quoi la boussole? C'est bien exactement cela. La vision du PAG, la vision du PND, au final, c'est la vision à la FIA. C'est une société qui vit en paix avec elle-même. Nous avons tous, lorsque la vision à la FIA, plus précisément, avait été présentée, nous avons tous rêvé en disant « Bravo, si notre pays peut être là, ce serait formidable ». C'est ce que nous voulons réaliser à travers un certain nombre de choses concrètes. Parce que quand je dis aux paysans de Matériel ou un paysan de Covet, la vision à la FIA, ça n'a aucun contenu pour lui. Mais quand je lui dis à la femme de Pauvet, vous aurez au plus tard, à partir de 2021, vous aurez de l'eau potable chez vous, ça résonne pour elle. Absolument. Quand je lui dis... sa condition quotidienne de vie. Absolument. Quand je lui dis, nous allons vous donner les moyens d'être autonome économiquement d'ici 2021, ça résonne quelque part pour elle. Quand je lui dis, vous aurez accès aux soins de santé, c'est-à-dire que si vous avez le paludisme, vous n'irez plus vous coucher demain, vous irez directement à l'hôpital vous faire traiter, ça résonne pour elle. Donc, il fallait décliner cette vision-là que le PAG a repris à son compte. Il fallait la décliner à travers un certain nombre de projets, de programmes qui résonnent pour nos populations. Cette déclinaison a été faite. Alors, le PAG, c'est 5 ans. C'est de 2016-2021. Alors, on est à 3 ans de mise en œuvre. Où en sommes-nous concrètement? Oui, là, on a la chance d'avoir un planificateur, un économiste en face. Donc, merci de nous offrir des chiffres. Alors, taux de réalisation. Alors, je vais vous donner quelques indicateurs qui sont importants
mais nous sommes aussi devant nos populations. Elles sont intéressées par des choses plus concrètes que les chiffres. Pour les chiffres, je peux vous dire que tout à l'heure, vous avez rappelé les 9 000 milliards. Oui. Je peux vous dire qu'à ce jour, nous avons déjà mobilisé plus de 5 000 milliards, par exemple, à travers différentes composantes. Par exemple, à travers nos propres économies, nous avons mobilisé davantage de ressources en termes budgétaires. Nous avons rationalisé les dépenses à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises dès 2016, la réduction des cabinets, la réduction d'un certain nombre de dépenses de fonctionnement, les véhicules, évasion les voyages, fiscale, financière, l'évasion fiscale, etc. Et puis, ça a donné ce que ça a donné en termes de ressources propres à investir. Ensuite, nous avons compté davantage sur nos partenaires qui, voyant effectivement ce que nous faisions nous-mêmes de nos propres efforts, ont accepté de nous accompagner. Ce sont les bilatéraux, ce sont les multilatéraux comme la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, etc. Et ensuite, enfin, je veux dire, nous avons, à travers nos politiques, nous avons montré que nous sommes capables de mobiliser les ressources sur les marchés. Donc le marché régional, d'abord, c'est ce marché qui est notre marché. Nous pouvons emprunter sur ce marché. Et puis, deuxièmement, sur le marché international, il ne vous a pas échappé que au début de cette année, nous avons pu lever des ressources importantes sur ce marché international. Ces différents efforts internes et externes ont permis de lever et de mobiliser à peu près les 5 000 milliards dont j'ai parlé. Ensuite, il ne vous a pas échappé aussi que le PAG, c'est surtout un financement du secteur privé. 61% du financement du PAG était attendu pour venir du secteur privé. Donc, faire la place pour le secteur privé appelle un certain nombre de réformes qui ont été entreprises. On peut revenir là-dessus plus tard, mais ces réformes-là ont donné la confiance à un certain nombre d'acteurs qui sont venus de plus en plus nombreux. L'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu convaincre des groupes internationaux de venir investir dans l'énergie électrique dans notre pays. Ils sont venus. Vous voulez faire référence à la centrale Je veux faire référence à la centrale IPP qui va être construite en PPP, elle n'est pas encore construite. Mais c'est quand même quelque chose de formidable. C'est la première fois que ça nous arrive. Nous allons, dans quelques jours, nous allons juger aussi un certain nombre de contrats pour la construction d'IPP solaires. Ça aussi, c'est important. C'est la première fois que ça nous arrive aussi. Pour réduire la part de l'énergie fossile. Pour réduire la part de l'énergie fossile. Nous avons un gros investisseur anglais qui est en train d'investir dans une usine à Alada pour transformer et exporter les fruits d'ananas. C'est plus de 1000 emplois. C'est quelqu'un qui est convaincu. Nous avons une grosse entreprise qui va investir pour produire plus de 15 000 tonnes de noix de cajou dans notre pays. Donc, ce sont ces projets-là qui étaient visualisés pour être faits par le secteur privé. Nous faisons régulièrement le point là-dessus et je suis heureux de vous en parler là maintenant. Mais c'est important de dire que par rapport à notre plan de travail, nous sommes largement même en avance sur la mobilisation des ressources. Parce que si je prends ce qui était attendu de la mobilisation des ressources pour le secteur privé sur le quinquennat, nous sommes déjà à plus de 100% de ce que nous avons par rapport à ce qui a été réalisé. Je parle de 5 000 milliards, c'est beaucoup plus que ce que nous devions faire uniquement pour le secteur public. Mais tout ça, c'est pour quoi? Tout ça, c'est pour réaliser un certain nombre de choses qui commencent par être visibles dans des secteurs comme l'électricité. Justement, j'allais vous demander de donner corps aux investissements, enfin aux infrastructures dans lesquelles les 5 000 milliards ont été orientés en priorité. Bon, on voit de plus en plus de chantiers d'asphaltage à Cotonou, on voit des programmes d'accès à l'eau à travers le pays, des chantiers routiers. Au plan du ressenti de l'impact humain, c'est du mérite, mais en même temps, les populations, quand ils expriment leur impatience par rapport à leur vécu social, se demandent, oui, mais est-ce que ça devait être la priorité? Alors, je vous laisse faire le bilan d'abord et puis après on analyse. Je vais vous dire, on peut aller dans les détails. Je prends l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, plus de 700 000 tonnes.
premier producteur, c'est quoi? C'est plus de 100 milliards tous les ans dans les mains des producteurs. Plus de 20 milliards dans les mains des transporteurs tous les ans. C'est peut-être pas des pavés, mais ce sont des ressources qui sont données aux paysans et aux transporteurs. Je prends dans un autre domaine, les céréales. Nous sommes aujourd'hui le deuxième producteur de céréales dans l'UEMOA. Dans l'UEMOA, nous sommes probablement l'un des plus petits pays en territoire. Mais ça ne nous empêche pas d'être le deuxième producteur de céréales dans la sous-région. Ce sont autant de ressources qui sont dans les mains des producteurs et de tous ceux qui vivent de ces filières. Je connais des paysans qui on s'entend bien, monsieur le ministre d'État. Cette performance, par exemple, au niveau de la production céréalière, on la doit aussi à une politique du gouvernement, des mesures incitatives ou simplement à la nature, au faveur de la nature? On la doit aux politiques du gouvernement. Moi, j'ai travaillé depuis que j'ai commencé ma carrière à la banque, j'ai travaillé beaucoup sur le coton. Et je sais les difficultés que tous les gouvernements ont eues dans le coton. Mais ces difficultés, pour l'essentiel, sont derrière nous dans ce qui concerne le coton. Les producteurs de coton, par exemple, sont payés, j'allais dire, cash aujourd'hui. Ce qui, avant 2016, n'était pas le cas. Les producteurs de coton ont des intrants à temps. C'est-à-dire au moment où il faut les mettre. La production n'a pas augmenté tout simplement parce qu'on a emblavé plus de superficie. Elle a augmenté aussi parce que les rendements ont augmenté. Et quand les rendements augmentent, c'est dû aux réformes qui sont dans le secteur. Et pour la diversification, en dehors du coton, principale structure... et pour la diversification, c'est très bien que vous en parlez parce que c'est aussi un des marqueurs de cette politique du gouvernement, qui est de dire, vous avez dit tout à l'heure en introduction, on veut voir comment ce gouvernement réalise les 9 000 milliards d'investissements dans le contexte béninois. Eh bien, quand nous sommes arrivés, nous ne nous sommes pas dit que nous sommes des magiciens et que ce pays va se transformer brusquement. Nous allons, par magie, avoir beaucoup plus de ressources que les autres avant nous. Mais nous avons dit fondamentalement, nous allons agir par priorité. Nous n'allons pas disperser nos ressources partout, mais nous allons engager nos ressources sur des points clés qui transforment l'économie. Je prends par exemple l'énergie. L'énergie, oui. L'énergie est indispensable, pas seulement pour la commodité des ménages, c'est important pour les ménages, mais c'est aussi important pour la transformation de notre économie. Quelqu'un qui veut transformer même les produits agricoles, qui veut transformer les ananas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut de l'énergie. L'usine a besoin d'énergie, tout simplement. Pour transformer la fibre de coton en textile, il faut de l'énergie. Absolument. Eh bien, tant que nous n'avions pas cela, nous avions des gens qui venaient prospecter parce qu'ils disaient, oui, mais on produit beaucoup de coton au Bénin, pourquoi ne pouvons-nous pas produire du textile? Eh bien, nous ne pouvions pas produire du textile parce que nous n'avions pas d'énergie. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cet industriel anglais qui vient produire des ananas, c'est bien parce qu'il y a de l'énergie. Il en veut, il sait qu'il y en a. Et donc, les choix qui ont été faits par le gouvernement dès le départ, c'est de dire qu'est-ce qu'il nous faut pour transformer notre pays, prioritairement. Dans les infrastructures, l'énergie. Tout à fait. Les routes, le port et l'aéroport. Et vous avez bien vu que dans le PAG, il y avait précisément des investissements structurants dans ces domaines-là. Après, nous avons dit, dans les secteurs, il y a des dizaines de secteurs, mais nous allons choisir prioritairement 4 secteurs clés. L'agriculture, parce que la majorité de nos compatriotes en vivent. Le tourisme, parce que nous sommes un pays doté fondamentalement d'actifs et de biens culturels. La Pindiari, Ouida, avec l'esclavage, Abomey, Alada, Porte-Nouveau, Niki. Puis le village lacustre. Le village Ou lacustre. les villages lacustres. Le principal, Gandier. Ce sont des ressources fondamentales sur lesquelles, donc, le tourisme, comme deuxième secteur. Est-ce qu'on en est en vérité 3 ans après, en fait, si on prend ces secteurs prioritaires, le tourisme? Je vais venir, mais je veux vous dire, nous avons choisi 4 secteurs, l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique
et l'économie du savoir. Donc, nous allons investir massivement ensuite dans ces 4 secteurs, mais pas dans d'autres. Et même dans l'agriculture, nous avons dit, nous allons choisir 4 filières phares. Nous n'allons pas nous disperser partout dans l'agriculture. Le maïs, le riz, l'ananas, l'anacarde. Pourquoi ces choix? C'est les 4 filières phares. Parce que ce sont des filières de diversification dans lesquelles nous avons un potentiel. Okay. Le maïs, nous produisions déjà plus d'1 million de tonnes avec des rendements qui étaient encore dérisoires. Si nous améliorons les rendements, nous pouvons multiplier par 2, par 3 la production de maïs. Et puis produits de grande consommation. Et produits de grande consommation. Le riz, c'est pareil. L'anacarde, nous avons un potentiel incroyable. Il s'exporte déjà. De très bonne qualité et de réputation sur les marchés internationaux. Et pareil pour l'ananas. Mais pour le riz, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des efforts à véritablement faire, pour protéger la production nationale, un peu quand même, un peu de patriotisme économique, enfin, encore qu'il est temps. J'entends cela. Voilà. J'entends cela et le gouvernement est engagé dans cette direction parce que nous sommes en train d'investir pour atteindre dans 2-3 ans 1 million de tonnes de production de riz. Là où aujourd'hui nous sommes largement en deçà de 300 000 tonnes. Et la crise avec le Nigeria a ceci de bon que c'est une bonne nouvelle, d'augmenter notre production de riz nationale. Il n'y a pas de corrélation. C'est une direction que nous avons prise depuis 2016. La crise du Nigeria, c'est 2019. Mais c'est une conjoncture économique finalement favorable pour le Bénin. C'est une économie parce que nous pourrons vendre plus facilement, peut-être. Peut-être. Alors, dans le cadre des investissements, il y a également les domaines de l'assainissement et du cadre de vie, par exemple. Qu'est-ce qui a été fait dans ces domaines-là? Il a été fait beaucoup de choses parce que là aussi, nous avons souhaité améliorer le cadre de vie de nos compatriotes. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, ce n'est pas seulement distribuer des fonds pour les programmes sociaux. C'est aussi le cadre de vie. C'est le programme Alphatage. C'est aussi tout ce qui concerne la gestion des déchets. Et vous avez vu qu'on a lancé le programme du Grand Lokwe. Mais d'autres villes aussi sont concernées par ce programme. Vous avez d'autres actions qui concernent l'environnement. La gestion des déchets, par exemple, sur les plages. Nous avons de très belles plages, mais il faut qu'elles soient entretenues. Et vous avez vu plusieurs fois le ministre du cadre de vie lui-même prendre la tête des équipes pour aller voir ce qui se passe et contribuer à l'assainissement de ces lieux. Puis il y a les logements, enfin. Et les logements sociaux. Depuis qu'on les attend, que ça démarre, enfin, peut-on dire? C'est presque en cours déjà. Nous communiquons sur les actions qui sont en train de se terminer. Nous communiquons moins sur les projets. C'est là aussi un des reproches qui sont faits à ce gouvernement, j'allais dire injustement, parce que nous voulons insister sur des choses qui sont réalisées, moins sur des choses qui sont planifiées. Le programme des 20 000 logements est largement financé, j'allais dire aux 2/3 financé, et donc il s'agit pour l'essentiel de réaliser ces logements et de les mettre à la disposition de nos compatriotes. Financement privé là aussi? Financement public, enfin, essentiellement. Le modèle que nous avons arrêté, c'est un modèle qui fait d'abord le financement public. Et ensuite, la gestion est confiée à une société semi-publique, la CIMO. Au regard du niveau actuel de mobilisation des ressources, peut-on s'attendre à un bon taux de réalisation du programme au terme du quinquennat? Je peux vous dire largement oui. Il vous reste 4 000 milliards en 2 ans. Non, il ne nous reste pas 4 000 milliards. Les 5 000 milliards sont les ressources publiques. Oui. Voyez-vous, il y a les ressources privées, je vous ai dit, plus de 2/3, 61%, ce sont les ressources privées. 38%, ce sont les ressources publiques. Et je vous ai dit, sur la feuille de route, nous avons largement déjà mobilisé les ressources publiques que nous attendions pour 2021. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 5 000, là où nous avions besoin de largement moins que ça. Mais la réalisation, c'est surtout, je veux dire, les programmes. Oui. Et quand je parle des programmes, je vais les prendre un à un, les plus importants. Je prends l'électrification. Quand nous sommes arrivés en 2016, notre demande en électricité, donc ce que nous consommions, était couvert à plus de 95% par
les importations du Nigeria, du Ghana, etc. C'est intéressant parce que moi, j'ai noté les 2 premiers week-ends après le 6 avril, nous avons vécu dans le délestage. Et c'était révélateur à nos yeux de ce qu'il fallait faire pour corriger la situation dans notre pays. Aujourd'hui, nous couvrons déjà la moitié de notre consommation. À fin 2019, nous produisons déjà plus de la moitié de notre consommation d'électricité. Et l'année prochaine, avec les efforts qui sont en train d'être faits, y compris par le secteur privé, parce que là aussi, nous voulons que le secteur privé puisse profiter des investissements. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ITP de Marie-Angleta. Ce sont des secteurs qui attirent beaucoup d'investissements privés et nous avons déjà le cadre pour le faire. Nous avons voté à cet effet une loi importante sur les PPP. Eh bien, l'année prochaine, en 2020, nous pourrons couvrir l'essentiel de notre consommation en électricité. Voilà un domaine important où nous aurons réussi en 2021 même dépasser nos objectifs initiaux. Alors, je prends le programme d'accès à l'eau potable, qui est très important parce que moi, je me rappelle en 2016, quand je faisais mes tournées pour la campagne électorale, partout où je passais, qu'on interrogeait nos compatriotes sur ce qu'ils veulent, et aujourd'hui encore, c'est la même réponse, ils vous disent, donnez-nous de l'eau potable. Vous allez à Djougou, vous allez à Kétou, vous allez à Bembereke, vous demandez ce que les populations veulent, surtout les femmes, et vous dites, donnez-nous de l'eau potable. C'est pour ça que... Vous avez tragiquement raison, M. Abdoulaye Biotchani, parce que je vais vous donner un exemple, pas forcément parce que j'ai un a priori favorable par rapport à la région dont je vais évoquer le nom, c'est dans la vallée de Lemé. Khétine, village lacustre, mais au paradoxe, village qui baigne dans l'eau, et dont les élèves boivent l'eau de rivière. Tout à fait. Pour pouvoir se désaltérer. Tout à fait. Et c'est une situation qui prévoit encore. Tout à fait. Et voilà un domaine dans lequel nous avons pris des mesures très importantes. D'abord, nous allons investir massivement. Et ça a commencé aujourd'hui, depuis 2016, nous avons donné de l'eau potable à près de 900 000 personnes, surtout dans les villes. C'est Savalou, c'est Glazoué, c'est Tchaourou, c'est Parakou. Il est difficile de trouver de l'eau. Vous avez parlé de la vallée. Je peux vous parler de certains faubourgs de Cotonou ici, où les gens n'avaient pas accès à l'eau potable. Et où les gens ont un peu plus d'accès à l'eau potable. Vous êtes sûr que vous allez gagner le pari de l'accès universel à l'eau potable en 2021? Nous allons gagner ce pari-là. Nous sommes en voie de le gagner. Nous avons donné de l'eau depuis 2016 à près de 850 000 personnes. D'ici l'année prochaine, nous en donnerons à 1,5 million de personnes et à l'horizon 2021, c'est à plus de 2 millions de personnes que nous donnerons de l'eau dans les villes. Et dans les villages, l'effort sera encore plus substantiel. Des prouesses ont été réalisées dans la mobilisation des ressources publiques, mais qu'en est-il de la part du secteur privé? 61% des ressources sont attendues du secteur privé. Qu'en est-il? Alors, il en est que nous avons fait des efforts qui étaient indispensables, c'est de mettre en place des réformes qui attirent ce secteur privé. Parce que ce n'est pas avec le secteur privé, vous ne décidez pas pour eux de l'investissement qu'ils vont faire. Tout à fait. Vous créez les conditions qui leur permettent pour les attirer. Donc, nous avons pris des mesures comme la loi sur les PPP, qui établit une transparence dans ce domaine. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Nous avons pris la loi sur les zones économiques spéciales. Nous avons pris des mesures dans le domaine financier et bancaire. Nous sommes en train de voter un nouveau code d'investissement. Nous sommes en train de voter une nouvelle loi sur les PME. Nous avons voté des lois sur le marché du travail. Toutes ces décisions ont pour, disons, finalité, pour objectif d'attirer le secteur privé dans notre pays. Et Dieu merci, nous commençons par avoir des résultats. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette société qui investit à Alada. Je peux vous parler d'une grande société de Singapour qui vient ici. J'en ai parlé tout à l'heure pour les noix de cajou. Ici même, à côté de vos bureaux ici, nous avons une société européenne qui s'est installée
pour faire de la délocalisation et qui emploie aujourd'hui plus de 1000 personnes. Tous les ans, depuis 2016, se créent des PME qui attirent beaucoup d'argent et créent beaucoup d'emplois. En 2016, la moyenne était autour de 15 000 entreprises par an. Cette année, nous allons atteindre 22 000 entreprises qui auront été créées en 2019 pour investir dans notre pays et créer des emplois, créer des opportunités. Cela se traduit aussi par... 22 000 entreprises étrangères qui sont venues se créer au Bénin ou... Entreprises étrangères, tout confondu. Tout, voilà. Tout confondu. Très bien. Parce que nous avons aussi créé des conditions aussi dans notre pays pour ne pas faire cette distinction que nous avons estimée pas indispensable entre les étrangers et les Béninois. Créons des conditions qui attirent les investissements, qu'elles viennent de l'étranger ou qu'elles viennent de nos compatriotes. Ensuite, donc, je peux vous dire, pour donner quelques indicateurs qui sont importants, c'est ce que nous appelons les investissements directs étrangers, oui. Qui traduisent donc le niveau des investissements réalisés par les entreprises, cette fois-ci étrangères, dans notre pays. C'est aujourd'hui, pour 2019, nous aurons enregistré près de 150 milliards d'investissements par ces entreprises étrangères dans notre pays. L'année dernière, c'était autour de 130 milliards. Et je constate que tous les ans, le niveau augmente. Ce sont ces investissements-là dont nous avons besoin. Mais je peux dire aussi que nous avons passé du temps aussi, après 2016, après le 16 décembre 2016, à faire des études importantes. Parce que même lorsque vous avez un investissement important sur lequel vous voulez attirer des investisseurs étrangers, que ce soit des investissements publics ou privés, vous avez besoin de faire des études pour leur dire qu'est-ce qui fait qu'un investisseur vient. Il vient parce qu'il trouve une opportunité de gagner de l'argent. Il ne vient pas dans notre pays parce qu'il a envie de créer des emplois. Ou juste pour des slogans. Non, juste pour des slogans. Il vient parce qu'il va gagner de l'argent. Et il faut montrer dans l'étude qui est faite que cet investisseur peut gagner de l'argent. Et nous l'avons fait pour un certain nombre donc, de projets, par exemple pour l'énergie. C'est avec les études qui ont été faites que nous avons pu attirer les gens dans l'énergie. Dans l'eau potable, nous avons des gens aussi qui viennent pour investir dans l'eau potable. Parce que c'est un secteur aussi qui est attractif et qui peut être rentable pour un certain nombre d'investisseurs. Alors, monsieur, oui, Naguib, très rapidement. Il y a un secteur dont on ne parle pas beaucoup, alors qu'il est prévu également pour accueillir beaucoup d'investissements, c'est le secteur de l'économie numérique. Est-ce parce que peut-être là les résultats peinent à venir? Non, là aussi, c'est un domaine dans lequel c'est un des secteurs prioritaires. Il ne vous a pas échappé, je l'ai rappelé tout à l'heure, que c'est l'un des 4 secteurs dans lesquels nous avons décidé d'investir massivement. Nous avons investi dans la fibre optique partout dans notre pays. Nous avons réformé le secteur. Le code du numérique a été voté. Nous avons une autorité de régulation qui fonctionne très très bien. Donc, nous avons un cadre légal et réglementaire qui est attractif. Nous avons qu'on appelle un niveau d'infrastructure qui s'est beaucoup amélioré par rapport à 2016. Et donc, nous commençons par avoir des investissements privés s'installer dans notre pays. Je vous ai parlé de cette entreprise qui est à côté de l'ORTB, qui est dans l'immeuble de MTN, et qui a fait de la délocalisation, qui fait de la prestation en Europe en étant à Cotonou. Du téléservice. Du téléservice. Le téléservice ne peut être possible que si vous avez une capacité numérique. Vous avez des infrastructures numériques. Nous avons cela. Nous sommes en train de finaliser, et d'ailleurs j'ai noté tout à l'heure que la base est dans vos immeubles ici, la télévision numérique terrestre. C'est ici. C'est une opportunité d'investissement du privé aussi, parce qu'il ne vous a pas échappé aussi que c'est sur le secteur privé que nous voulons fonder nos espoirs de développement dans cette télévision numérique. Mais c'est chiche, toutes ces annonces que vous faites, des entreprises qui viennent frapper à la porte du Bénin pour s'installer, mais pas assez, peut-on être tenté de dire au regard d'un certain nombre de classements, notamment par exemple ce classement top 10 des pays africains les plus attractifs. Le Bénin est absent du top 10 face au Rwanda, au Ghana, au Nigeria et la Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Je vais vous faire une confession. Nous sommes nous-mêmes sous la pression du président de la République de montrer des résultats dans ce domaine. Parce qu'il y a une chose qui est injuste, c'est de voir qu'on appelle les investissements que nous avons faits dans les réformes économiques dans notre pays et d'une part, et de regarder les résultats que nous avons en termes d'attractivité. Il y a quelque chose qui ne prend pas encore. Qui ne colle pas. Nous avons progressé dans le récent classement Doing Business, nous avons progressé seulement de 4 points, j'allais dire. Nous sommes convaincus que nous méritons mieux et beaucoup mieux. Et nous sommes en train de faire des efforts pour rattraper cela. Nous avons désormais un bureau de la SFI ici qui va nous y aider. Nous avons mis en place un programme de travail pour le faire. La Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. La filiale de la Banque mondiale, qui est chargée de ça. C'est elle qui publie ces indicateurs-là. Mais tout n'est pas si mauvais que ça. Vous avez pris des indicateurs qui ne sont pas à notre avantage. Mais je peux vous donner aussi un indicateur qui est formidable. À faire plus, nous sommes le pays le plus ouvert en Afrique, de toute l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Africains peuvent venir au Bénin sans visa. Il y a très peu de pays africains qui donnent ces facilités-là. Pour venir dans notre pays, si vous n'êtes pas africain, vous avez besoin d'un visa, vous pouvez l'avoir de votre chambre, de votre bureau, peut-être même de votre tablette, en 15 minutes. Et beaucoup de gens s'en félicitent. J'ai reçu beaucoup d'étrangers qui me disent Monsieur le ministre, c'est formidable, je pensais aller passer des journées pour avoir mon visa, en 15 minutes je l'avais. C'est une preuve d'ouverture de notre pays. C'est à l'actif du Bénin. Beaucoup d'investisseurs. Mais en même temps, ça ne suffit pas, en fait. Comme vous l'avez dit, pour attirer l'investisseur, il veut voir au-delà de ça. On nous attire, on nous fait des faveurs, des clins d'œil pour venir. J'entends bien cela et le climat des affaires. Et nous investissons. Voilà. Ce n'est pas le climat des affaires qui est mauvais. Oui. Ce que nous n'avons pas suffisamment fait, c'est communiquer sur les actions qui ont été entreprises. Les mesures incitatives qui sont en place. Qu'est-ce qui fait qu'au Bénin, actuellement, on n'arrive pas, en dehors des raisons qui ont été évoquées, mobiliser suffisamment à des taux préférentiels? Je fais référence au financement concessionnel, par exemple. Pourquoi on n'en attire pas suffisamment, justement? Alors, vous savez, ce n'est pas... je suis bien placé pour vous le dire. Je parle sur la base de l'expérience que j'ai de ce sujet-là sur le plan international. La question n'est pas fondamentalement une question béninoise. Le président, vous avez vu le président, laissé une complainte à Dakar. Vous avez écouté le président de la République à Dakar. Et il posait la question du point de vue des Africains qui vivent une situation qui est injuste. Par rapport à la perception qu'on projette, par rapport à la perception du risque qui est projeté sur ces pays-là, malgré leur potentialité. Un pays comme le Bénin, qui a un taux d'endettement qui est relativement faible. C'est-à-dire? Nous sommes largement juste au-dessus de 40% de dette du PIB. Les critères de convergence, c'est 40%. Les critères, c'est 70%. 70%, pardon. Vous voyez la marge qu'il y a? D'accord. Les critères de convergence, c'est 70%. Nous sommes légèrement autour de 40%. Donc, nous ne sommes pas hyper endettés. Nous avons au sein même de l'UEMOA des pays qui sont largement au-dessus de 70%. Et les grands pays, c'est à cela que faisait référence le président de la République, la plupart des grands pays sont au-dessus des 100%. Voilà, ils crèvent le plafond. Donc, ils attirent le plafond. Justement les investissements. Ce n'est pas parce qu'ils attirent, c'est aussi la traduction de leur politique fiscale, de leur politique budgétaire. Si vous vous endettez parce que vous dépensez beaucoup, n'est-ce pas? Vous dépensez au-delà des ressources qui sont les vôtres. Absolument. Et vous allez emprunter sur le marché. Nous empruntons essentiellement pour investir. Et ce que le président de la République dit qui est fondamentalement juste, c'est que lorsque les pays s'endettent pour investir, et surtout pour investir dans des projets qui ont un rendement prévisible, on devrait pouvoir faire la part des choses. Donc, en ce qui nous concerne, notre taux d'endettement est relativement bon.
il est relativement raisonnable et il nous permet encore d'emprunter sur les marchés. Nous n'avons jamais été défaillants sur le marché régional. Il y a quelque chose qui est et nous n'avons pas été défaillants sur le marché international. Je veux vous faire confiance à vos propos. Il y a quelque chose d'intriguant. C'est que vous avez surchauffé un peu les marchés financiers, recouru davantage aux marchés financiers qu'aux prêts concessionnels. C'est-à-dire les prêts à très faible taux d'intérêt. Le président de la République l'a dit des fois. Il y a des prêts pratiquement à 0%, accompagnés de dons à hauteur de 35% de dons. Pourquoi justement ce type de prêt n'est pas prépondérant dans nos endettements de pays comme les nôtres qui ne sont pas suffisamment solides au départ? Je vais vous dire une raison qui est claire. Une raison, c'est que ces ressources sont de moins en moins disponibles. Mais elles existent quand même. Elles existent, mais elles sont de moins en moins disponibles. Je vais vous dire que le monde n'a jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. Oui. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés. Il y a de la surliquidité. Il y a de la surliquidité internationale. Mais en même temps, ces ressources ne sont pas des ressources concessionnelles. Il y a de moins en moins de ressources concessionnelles. Quel va être le combat finalement pour régler cette question de la qualité de nos endettements, d'avoir accès à des financements très favorables, compétitifs pour nos besoins d'investissement? Quelle va être la solution? Je pense que le plaidoyer du président de la République s'entend bien. C'est une démarche aussi africaine qui est de dire qu'il faut analyser la dette différemment. Par exemple, c'est nous-mêmes, en Afrique de l'Ouest, dans les pays de l'UEMOA, qui nous sommes donné cette contrainte de 70%. Rien ne nous empêchait de mettre cette contrainte à 80-90%. Oui. Donc on peut la revisiter. Et ce que nous souhaitons, c'est que le Fonds monétaire, la Banque mondiale et d'autres agences qui regardent la façon dont nous endettons aient un œil, disons, plus tolérant vis-à-vis de cela. Maintenant, il y a un cadre qu'on appelle de gestion et de suivi de la dette qui est international. Le plaidoyer du président de la République, c'est que ce cadre-là soit plus flexible qu'il ne l'est maintenant. Et là aussi, c'est clair que c'est indispensable. Vous entendez de plus en plus que les pays africains sont plus endettés que par le passé, que pour certains pays, c'est un problème. Ce n'est pas évident parce que c'est analysé par rapport au cadre qui existe aujourd'hui. Donc si on assouplit le cadre, forcément, on a des résultats qui sont différents. Mais je veux dire sur ce plan que, clairement, les politiques qui sont mises en œuvre par notre pays en matière de gestion de dette, en matière de gestion des finances publiques, ces politiques-là sont exemplaires, elles sont notées favorablement et par le Fonds monétaire international qui fait la surveillance de ces politiques-là, et par les agences de notation. Nous avons subi des notations par au moins 2-3 agences qui nous ont décerné des notes très favorables en regardant notamment le taux d'endettement de notre pays et la manière dont cette dette-là est gérée. Alors, M. le ministre d'État, le temps est complètement Absolument. Parti. L'un des principaux plus que 4 minutes pour finir. Du PSG bien révélé, c'est la consolidation de la démocratie et l'état de droit. Voilà. C'est même le tout premier. Comment expliquer aujourd'hui aux Béninois que la démocratie et l'état de droit ont été renforcés, ou tout au moins les perspectives en la matière sont bonnes? Nous voulons renforcer le système démocratique de notre pays. Nous voulons qu'il y ait un système partisan qui renforce la démocratie, mais qui renforce aussi la conduite des affaires économiques, parce que nous voulons aussi que notre système démocratique, qui est relativement paisible, conduise à des dividendes économiques pour nos compatriotes. Il ne sert à rien de continuer de dire nous sommes un pays paisible, là où la pauvreté s'accroît tous les jours. Absolument. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est renforcer ces 3 piliers, je l'ai dit tout à l'heure. Renforcer le système démocratique, transformer structurellement l'économie pour que nos compatriotes commencent par sentir les effets de ça. Nous n'avons pas eu le temps de parler des créations d'emplois, par exemple. C'est des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés depuis 2016. C'est le principal instrument pour sortir les gens de la pauvreté. Mais il faut le faire dans un cadre légal et réglementaire qui est assaini et que nous voulons assainir, sur lesquels nous avons fait des propositions. Un mot très rapidement du social, le gouvernement est très critiqué là-dessus. Monsieur le ministre d'État, le social sur la rupture, c'est quoi précisément?
Le social sur la rupture... Au-delà de tout ce que vous avez évoqué, l'accès à l'eau... C'est beaucoup de choses. Prenez les cantines scolaires. Les cantines scolaires, quand nous sommes arrivés, c'était 1 milliard par an. Et pour la première année, le président Patrice Talon a dit, mettez davantage de ressources. Nous sommes passés immédiatement à 7 milliards. Et avec 7 milliards, nous avons pu donner des repas chauds à 3 enfants sur 10 dans les écoles. L'objectif, c'est de maintenir les enfants, notamment des zones défavorisées, le plus longtemps possible à l'école pour bénéficier de ces droits. Qu'ils aient au moins un repas, qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer pour aller à la maison, qu'ils restent dans les écoles. Vous avez fait le bilan? Nous avons fait le bilan, et j'en viens tout à l'heure. Oui. Deuxièmement, tout de suite après, le président a dit, faites tout pour porter ce ratio à un niveau plus élevé. Encore. Nous sommes aujourd'hui à 51 enfants sur 100 qui mangent dans les écoles. C'est un effort pour les enfants, c'est la nutrition, une meilleure nutrition, c'est de meilleurs résultats dans les écoles à cantine scolaire. Il y a une meilleure fréquentation et de meilleurs résultats, ça a été documenté. Voilà un premier point. L'Arche, le programme Arche, que vous connaissez si bien. Nous avons commencé la phase pilote de l'assurance médicale obligatoire à Calavi ici, à Dassazoumé, à Djougou, Waké, Kopargo. Ça veut dire des populations qui ont un minimum de paquets de soins gratuitement lorsqu'elles n'en ont pas les moyens. Et je le disais tout à l'heure, une femme de Dangbo qui, par le passé, parce qu'elle a le palu, va tout simplement chez elle se coucher parce qu'elle dit « je ne peux pas aller à l'hôpital », désormais, elle peut aller se soigner. Et ça, c'est déjà vécu à Calavi, c'est déjà vécu à Dassa, c'est déjà vécu depuis quelques jours à Djougou-Waké. Son financement périn est pensé? Sur financement périn de l'État. Dans quelques mois, en 2020, nous allons généraliser à tout le pays. Donc, dans tout le pays, tous les nécessiteux qui ne peuvent pas se soigner sur un certain nombre de maladies vont pouvoir bénéficier de soins gratuits. C'est ça le social. L'eau potable, j'en ai parlé. Oui, vous en avez parlé. L'école. Nous avons, je ne veux pas revenir sur la gratuité, mais toutes les mesures qui ont été prises pour améliorer la qualité de l'enseignement, dans le primaire, mais aussi dans le secondaire. Les bourses qui ont été données généreusement et augmentées dans les universités sont des mesures sociales. Et le plus important, c'est que nous allons introduire dans l'enseignement, au niveau de l'enseignement secondaire, une transformation importante, qui est de faire en sorte que lorsque les enfants auront fini les études, qu'ils puissent être mieux garantis d'avoir un emploi. C'est aller davantage vers la formation professionnelle et technique. C'est le chantier qui va nous conduire à 2021? C'est le chantier qui va nous conduire en 2021. Nous avons commencé et ça va se faire. Les soins de santé, j'ai parlé du programme H, mais à côté, il y a autre chose. Vous savez que désormais, les hôpitaux publics sont mieux fréquentés. Pourquoi? Parce que nous avons fait une réforme pour dire que tous les médecins doivent opter pour le public ou le privé. Ils ont opté et dans nos hôpitaux, il y a les médecins. Et les malades peuvent être soignés dans ces hôpitaux-là aujourd'hui. À quoi les Béninois peuvent s'attendre en 2021 en termes de poursuite de parachèvement du PAG? Bien, nous allons boucler tous ces programmes-là qui ont commencé. Nous allons les traduire dans le vécu. Par exemple, dans le cadre de vie, les programmes d'asphaltage qui se poursuivent. Nous avons une première phase qui porte sur un certain nombre de villes qui va se terminer. Nous allons engager une deuxième phase. Nous allons poursuivre les travaux routiers sur un certain nombre de tronçons. Vous allez aujourd'hui sur les routes de Natitiangou à Boukoumbe. C'est l'une des plus belles routes de notre pays. C'est une chose à laquelle on rêvait des milliers
de gens qui vivent à Natitengo et à Bukumbe. Vous allez en multiplier dans tout le pays? Ça se multiplie. Nous allons construire dès l'année prochaine la route, ce qu'on appelle la route du coton, entre Djougou et Banikwara. C'est déjà financé. Le programme va être lancé début janvier au plus tard. Oui, le temps qui nous est imparti complètement terminé. On va vous laisser conclure. Écoutez, je veux d'abord vous remercier de cette opportunité. Nous sommes à la fin de l'année. Je veux profiter de cette opportunité-là pour souhaiter bonne fête à nos compatriotes et surtout leur souhaiter bonne année 2020. Leur dire que nous avons besoin de rester optimistes pour notre pays. Nous avons dit, nous voulons révéler notre pays par ce programme d'action du gouvernement. Nous avons commencé de le faire. Révéler notre pays à lui-même et à ses citoyens, mais aussi révéler notre pays au reste du monde. C'est en cours. Quand j'entends les commentaires lorsque je voyage, quand j'entends les commentaires de certains de nos visiteurs, nous devons donc rester optimistes pour ce pays. Voilà ce que je voudrais dire et souhaiter bonne fête aux uns aux autres. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est allé très vite, même si on prend beaucoup de plaisir à suivre le ministre d'État sur les 3 années justement de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Bénin révélé, c'est carrément un point d'étape qu'on a eu droit, même si le temps n'a pas permis que tout soit dit. Et on retient fondamentalement que les perspectives sont rassurantes et que demain sera meilleur. Merci de nous avoir suivis.